Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer le destin impérial de Othon Ier, fondateur du Saint-Empire romain germanique. Il est l'un des célèbres souverains allemands du Moyen-Âge. Fils d'Henri Ier l'Oiseleur, duc de Saxe et roi de Francie orientale, il s'impose alors en souverain politique de plus en plus incontesté. Malgré les premières révoltes de rois de Germanie, il finit par accaparer la fonction puis la dignité impériale. Vous voulez en connaître plus sur ce personnage? Venez avec moi. Othon est né plusieurs années avant que son père Henri Ier de Germanie soit élu par les autres nobles germaniques. On sait peu de choses des premières années d'Othon, mais il reçut probablement la formation habituelle d'un noble en temps de guerre, et put même accompagner son père au combat, notamment contre les Éveli à Brandebourg. Othon était promis à un mariage royal avec une étrangère afin d'asseoir la dynastie de son père. Il s'agissait d'Édith d'Angleterre. Elle donne à Othon un fils nommé Louis-Dolphe. Un réseau complexe de liens familiaux entre le roi, les souverains étrangers et les nobles assujettis ne garantissait toutefois pas entièrement le maintien de la paix. Henri Ier de Germanie meurt en 936, selon le chroniqueur. Lorsqu'Henri comprend qu'il était désormais très malade, il convoqua toute la population et nomma son fils Othon comme roi. Il distribue des biens et des trésors à ses autres fils. Toutefois, il établit Othon, qui était l'aîné et le meilleur comme souverain de ses frères et de tous les Francs. En réalité, Othon n'est pas le fils aîné d'Henri Ier. Thankmar était l'aîné. Mais le mariage d'Henri Ier avec la mère de Thankmar avait été ignoré pour des raisons religieuses. À 24 ans, Othon Ier devient duc de Saxe et roi de Germanie, soit roi de la Francie orientale. Lors du couronnement d'Othon Ier en la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, les nobles réunis sont appelés à jurer leur loyauté à Othon Ier, promesse que tous les nobles ne choisissent pas de tenir. Othon Ier se présente en habit franc et non en habit saxon, pour souligner sa prétention à être dans la continuité de Charlemagne. Pendant le festin qui suit l'onction, les ducs serrent le nouveau roi à sa table en symbole de loyauté. Mais les relations entre la couronne et ses sujets vont bientôt se tendre. Les ducs germaniques étaient souvent agités. Le père d'Othon Ier lui-même avait déclenché une révolte contre le roi de Germanie, alors qu'il était encore duc de Saxe. Première tentative d'Othon Ier pour instaurer une monarchie plus forte, aboutir à une franche rébellion des ducs, des nobles et même de sa propre famille. Tous les membres de la famille royale ne sont pas tous satisfaits de voir Othon Ier sur le trône. Ce dernier fait en effet placer son frère cadet sous la surveillance de Siegfried, margrave de Marsenbourg, pendant son couronnement afin de garantir une transition paisible. Lorsque Siegfried meurt moins d'un an plus tard, Thankmar, le frère aîné du roi, voulait être son successeur, mais Othon Ier nomma quelqu'un d'autre, furieux d'être ignoré une fois de plus, lorsque le duc Eberhard de Franconie se rebelle, Thankmar s'allie avec lui contre Othon Ier. Leur frère cadet, Henri, qui s'est également retourné contre Othon Ier et avait combattu aux côtés des rebelles, fut capturé. Henri, qualifié dans les récits historiques d'impétueux, allait lui aussi revendiquer le titre de roi. Sa légitimité supposée repose sur le fait qu'il était né dans une famille royale, c'est-à-dire alors que son père était déjà roi, tandis qu'Othon Ier était né au moment où le père était encore un duc. Grâce à des marques de clémence à l'égard des nobles, la rébellion fut étouffée. Bien que Thankmar a été tué dans une église qui lui servait de refuge, pardonner aux seigneurs rebelles sans jamais céder face aux défis sera l'une des caractéristiques de la politique intérieure d'Othon Ier. Dès son couronnement, Othon Ier avait choisi de s'associer au pouvoir divin. Le roi arborait une couronne ornée de 12 pierres symbolisant les 12 tribus d'Israël, ainsi que des représentations de rois et de prophètes bibliques. Oint par un évêque à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, le nouveau roi sanctifié est donc au-dessus de toute critique humaine, au-delà d'une simple alliance symbolique avec l'Église. Othon Ier essaya d'utiliser la nomination ecclésiastique pour renforcer son pouvoir. Face à un groupe de ducs désobéissants, toujours prêts à se rebeller, la stratégie d'Othon Ier fut de renforcer le pouvoir des évêques. Les évêques et les archevêques n'étant pas nommés de manière héréditaire, chaque nouveau chef spirituel était choisi par Othon Ier directement, contrairement aux nobles. En nommant des hommes loyaux, il renforçait sa position sans vraiment remettre en cause les droits des ducs. En 951,
Les abbayes royales furent libérées de toute obligation sauf envers le roi, ce qui permet à Othon Ier de disposer de bases de pouvoir dans toute la Germanie. Quand bien même l'Église avait une autorité morale, elle était aussi l'une des forces économiques les plus puissantes de l'État. En contrôlant l'Église, Othon Ier mobilise des fonds et des hommes inimaginables pour ses prédécesseurs. Les dons royaux de terre dans les mains de l'Église ont tous l'apparence de la piété, mais ils furent en fin de compte accordés pour renforcer la position d'Othon Ier. Ses prouesses en tant que guerrier, son talent de stratège et la mise en œuvre minutieuse des grâces avaient consolidé la couronne d'Othon Ier. En Germanie, après avoir maté la révolte et repoussé une menace venue de Francie occidentale, Othon Ier règne avec fermeté, comme son père n'avait jamais su le faire. Même si Henri Ier de Germanie avait été le premier parmi ses pairs, son autorité sur les ducs avait été plus souvent symbolique. Mais à sa mort, les changements à venir dans le statut royal étaient déjà entamés. Il remit le pouvoir aux mains du seul Othon Ier, sans partager ses terres entre ses fils. En léguant tout son royaume à Othon Ier, une monarchie unifiée avait été instaurée, et Othon Ier n'était pas disposé à la déléguer. Là où les rois précédents se contentaient de confier position et duché par la voie héréditaire, Othon Ier les attribuait à ceux qui le servaient le mieux. Les pactes de mariage ont toujours été utilisés pour relier les États plus étroitement ensemble. Mais le mariage est rarement suffisant pour mettre fin aux différends politiques. La sœur d'Othon Ier, Gerberge de Saxe, épouse le roi Louis IV d'Outre-mer. Mais cela suscite un certain nombre de difficultés pour Othon Ier. Louis IV avait été impliqué dans les rébellions au début du règne d'Othon Ier et convoitait le duché de Lorraine, qui était passé de la Francie occidentale à la Francie orientale. Comme Gerberge de Saxe était la veuve du duc de Lorraine, Louis IV revendique le duché. L'armée d'Othon Ier pouvait néanmoins maintenir Louis IV à distance. D'autres puissances étrangères imitèrent également la façon de gouverner d'Othon Ier. Les Bohémiens avaient longtemps rendu hommage à Henri Ier, mais ils cessèrent lors de l'ascension d'Othon Ier. Des accrochages et des raids de représailles eurent lieu pendant plus d'une décennie entre les deux États, jusqu'à ce que Othon Ier capture le fils du duc de Bohême et impose un traité de paix. Les papes ont longtemps accordé le titre d'impérator aux rois qui les servaient. Même s'ils n'avaient aucun pouvoir sur les royaumes autrefois gouvernés par Charlemagne, plusieurs rois italiens reçurent des titres symboliques sur ces terres et furent nommés empereurs. En 951, Othon Ier avait mené une offensive pour secourir et épouser Adélaïde, fille et veuve de roi d'Italie, et pour chasser de son trône le roi d'alors, Béranger II. Othon Ier fut sacré roi d'Italie et reçut la couronne de fer de Lombardie. Après sa défaite contre les Magyars païens, il s'emploie à garder la couronne impériale. Othon Ier avait restauré Béranger II sur son trône, mais en 957, il envoya son fils Louis-Dolphe diriger une armée en Italie afin d'assujettir Béranger II, qui s'avéra n'être qu'un porte-étendard indocile. Louis-Dolphe meurt avant d'avoir pu atteindre son objectif, privant ainsi d'Othon Ier d'un héritier. À sa place, un fils de 2 ans, également appelé Othon, le futur Othon II, né d'Adélaïde et descendant à la fois des lignées de Germanie et d'Italie, devint l'héritier présumé. Après la mort de Louis-Dolphe, Béranger II s'attaque aux terres d'Othon Ier, près de Vérone et aux États pontificaux. Le pape lance un appel directement au roi de Germanie pour qu'il lui vienne en aide. Par la promesse de couronner Othon Ier empereur, le pape attire une nouvelle fois Othon Ier en Italie. Chassant rapidement Béranger II de ses terres conquises et de son trône, Othon Ier fut déclaré empereur lors d'un couronnement à Rome. Le pape l'ayant lui-même oint, ainsi qu'Adélaïde, avec la réunion des territoires de Germanie et d'Italie, le Saint-Empire romain germanique était né. Othon Ier peut être considéré comme le premier véritable empereur du Saint-Empire romain germanique. En effet, il exerçait son pouvoir de façon plus personnelle que les autres souverains avant lui. Le fait d'être simplement un souverain indirect ne le satisfaisait pas. À la suite de la bataille de Leschfield, des rebelles slaves lui proposent la paix, et en contrepartie, il resterait autonome sous sa suzeraineté plutôt que d'être sous son contrôle direct. Othon Ier refuse et réduit leurs terres à des territoires placés sous la tutelle de ses propres partisans.
La création de zones tampons, appelées marches, le long de sa frontière permit au pouvoir germanique de s'étendre toujours davantage vers l'est sans créer de duché susceptible de s'opposer à son pouvoir. Selon les chroniques, c'est à la suite des victoires du roi contre les Hongrois et les Slaves que les autres nations commencent à traiter Othon Ier avec un respect et une certaine dévérence. En conséquence, il reçut de nombreux émissaires, des Romains, des Grecs, des Sarrasins. L'espoir de tous les chrétiens du monde entier reposait sur lui. C'est le pape Jean XII qui sacre Othon Ier empereur en 962. Ils élaborent ensemble le Privilegium Ottonanium, lequel définit les relations entre les papes et les empereurs, ainsi que les terres qui seraient sous le contrôle papal. Pourtant, moins d'un an plus tard, Jean XII complote avec les Magyars et l'Empire byzantin contre Othon Ier. Même si l'empereur débarrassait l'Italie des ennemis du pape, Othon Ier rentre à Rome, chasse Jean XII et convoque un conseil pour élire un nouveau pape plus malléable. Lorsque Léon VIII fut élu comme successeur, Othon Ier considère que l'affaire était réglée. Elle ne l'était pas en revanche pour le peuple romain, et Léon VIII fut contraint de fuir la ville, ce qui permet à Jean XII de retourner à Saint-Pierre de Rome. À la mort de Jean XII, les Romains élurent Benoît V à sa place. Othon Ier, révolté par le traitement réservé au pape qu'il avait choisi et confronté à une rébellion à Rome, revient en Italie depuis la Germanie. Ses armées rétablissent rapidement la paix, et Benoît V fut destitué dans le calme, ce qui permet à Léon VIII de retourner au Vatican. Jean XIII fut élu avec l'approbation de l'empereur, mais peu apprécié par la foule romaine, qui le fit emprisonner. Othon Ier fut donc contraint une fois de plus de recourir à la force pour assurer sa position. Jean XIII proclame Othon Ier libérateur et restaurateur de l'Église. Othon Ier meurt en 973. Il s'était impliqué dans la politique italienne et pontificale durant les dernières années de son règne, plusieurs rébellions l'attirant vers le sud. Son fils, Othon II, fut sacré co-empereur et épousa une princesse byzantine. Ses sujets se souviendront d'Othon Ier avec affection. Le peuple lui adressait beaucoup d'éloges et se souvenait qu'il avait gouverné ses sujets avec une indulgence paternelle et les avait libérés de leurs ennemis. Il avait vaincu par les armes ses ennemis arrogants, à savoir les Avars, les Sarrasins, les Danois. Il avait assujetti l'Italie, il avait détruit les sanctuaires consacrés aux dieux des peuples voisins. Il avait fait bâtir des églises et instituer des ordres ecclésiastiques. Comme on l'a vu, durant un long règne de 36 ans, Othon Ier donne à la royauté germanique un rayonnement et un prestige jamais atteints depuis Charlemagne, tant par le sens de sa gestion politique que par les victoires militaires. Il se proclame roi d'Italie après avoir épousé en 951 la reine Adélaïde, veuve du roi Lothaire. Il parvient également à s'impliquer dans la délicate politique italienne et restaure la dignité impériale à son profit. Il est élu par ses vassaux et couronné empereur des Romains par le pape Jean XXII en 962. La dynastie dite des Ottoniens ou Saxonnes se poursuit par 3 autres règnes d'empereurs jusqu'en 1024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.